À la rentrée, la ministre de l'Éducation nationale veut mettre en place des groupes de besoins à l'école. D'où vient cette idée? Sait-on si ça marche? On en parle avec nos invités. Nadia Alran, vous êtes membre du syndicat d'enseignants SE-UNSA. Bonjour. Bonjour. Jean-Rémy Girard, président du SNAC, le syndicat national des lycées et des collèges. Et des écoles aussi. Et des écoles, bonjour. Ève Wagerland, vous êtes professeur au collège et au lycée et auteur de Un prof ne devrait pas dire ça aux éditions de l'Artilleur. Bonjour. Bonjour. Et Paul-Henri Ouellet, journaliste au Figaro étudiant, qui va nous expliquer en quoi consistent ces groupes de niveau. Bonjour. Alors effectivement, à l'origine, il s'agit d'une mesure qui avait été proposée par Gabriel Attal dans le cadre de son fameux choc des savoirs lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale. L'objectif, c'était d'éviter d'avoir des classes avec un niveau trop hétérogène pour permettre aux élèves de pouvoir avancer chacun à leur rythme. C'est une mesure qui doit fonctionner de la 6e à la 3e, donc au collège, et en maths et en français dès l'année prochaine. Seulement, lorsqu'elle a été annoncée, cette mesure a déclenché une véritable levée de bouclier de la part des enseignants. Beaucoup y ont vu une mesure de tri social qui risquerait en fait d'assigner les élèves à leur niveau. Aujourd'hui, il y a encore d'ailleurs de nombreux profs, de nombreux établissements qui continuent de se mobiliser. Ces dernières semaines, il y a eu notamment des manifestations dans l'ouest de la France avec des opérations collège mort pour protester contre cette mesure. Est-ce que le gouvernement a pris en compte cette colère? Eh bien, oui et non. En fait, lorsque le décret a été enregistré au journal officiel, on avait remplacé l'expression groupe de niveau par celle de groupe de besoin. Et en fait, derrière cette nouvelle dénomination, donc en fait, c'est pas seulement un changement de nom, puisque derrière, on a l'idée qu'on va pouvoir changer de groupe en cours d'année. C'est-à-dire que les élèves vont être rassemblés à certaines périodes de l'année en classe entière à nouveau, et puis ensuite, on pourra définir si les groupes doivent être redéfinis, voilà, tout simplement, et voilà, donc les élèves pourront changer de niveau. Donc ces périodes de temps en classe entière vont durer 1 à 10 semaines, pourront durer jusqu'à 1 à 10 semaines dans l'année. Mais le problème, c'est que pour bien fonctionner, un tel système devra avoir une organisation parfaitement huilée. Ce sera au chef d'établissement de l'organiser. Et au vu de la complexité de ce système, eh bien, beaucoup d'enseignants considèrent déjà qu'il s'agit d'une nouvelle usine à gaz. Est-ce que ces groupes de niveau ou de besoins existent à l'étranger? Alors oui, tout à fait. Les groupes de niveau existent dans de nombreux pays. Il y en a notamment à Hong Kong, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, aux Émirats Arabes Unis, en Suisse aussi. Et selon l'OCDE, en fait, 48% des pays développés les ont déjà adoptés. D'après le dernier rapport PISA, donc à l'étranger, ces groupes sont plutôt efficaces, notamment en mathématiques, où ils permettent en fait aux élèves de reprendre les exercices sur lesquels ils ont eu le plus de difficultés, et donc dans les groupes où le niveau est le moins bon, de pouvoir progresser. Jean-Rémy Girard, qu'est-ce que vous pensez de ces exemples à l'étranger? Est-ce qu'ils sont inspirants? On peut s'en inspirer? Est-ce qu'on sait si ça fonctionne? C'est toujours le problème, le tourisme éducatif en France. C'est-à-dire qu'on se dit, on va prendre un petit truc ici, un truc en Finlande, un machin en Estonie, une méthode de Singapour pour les mathématiques. Et en fait, on l'applique à la sauce éducation nationale à la française, c'est-à-dire une sauce qui a un goût très très bizarre. Je ne pense pas qu'il y ait un seul pays qui fasse ce que nous, on va faire à la rentrée, c'est-à-dire cette sorte d'usine à gaz absolument incroyable où on doit aligner tous les profs de français et tous les profs de maths du collège sur les mêmes heures pour qu'ils puissent s'échanger les élèves en cours d'année. Ça va donner des emplois du temps absolument rocambolesques, pas qu'en français et en maths, pour tout le monde, ça va être une catastrophe totale. C'est d'une inorganisabilité, j'allais dire, assez fascinante. Et en plus, comme maintenant, c'est même plus des groupes de niveau, c'est des groupes suivant le besoin, suivant on ne sait pas trop quoi. Enfin, on a refilé ça au local en disant finalement débrouillez-vous, c'est à vous de gérer avec des élèves que parfois on ne connaît pas, puisqu'on doit. Ce sera à la rentrée. Voilà, mais on doit regrouper des élèves de 6e qu'on n'a jamais vu de notre vie aussi. Et on va écouter. C'est de la folie. On va écouter votre ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet.
Ce que nous voulons, c'est que cette réforme se mette en place. Le Premier ministre en a expliqué les données. Nous avons besoin vraiment que toutes les équipes pédagogiques s'engagent ensemble pour élever le niveau de nos élèves et pour prendre en charge chacun des besoins spécifiques de nos élèves. Alors, Nadia Alran, que craignent les professeurs ? Alors, les professeurs, déjà de notre côté, OSE-INSA, les professeurs qui se sont exprimés en nous contactant, ils craignent que ce ne soit pas opérant. La plupart des gens qui ont testé et qui ont lu les recherches scientifiques quasi unanimes pour dire que ça ne fonctionne pas. Faire un tri comme ça des élèves, ça ne leur permet pas de réussir collectivement ni individuellement. Ce qu'ils craignent, c'est les réactions des familles lorsqu'ils vont voir le classement de leurs propres enfants, les réactions des élèves, comment vont se sentir les élèves qui vont se retrouver dans les groupes les plus élitistes, on va dire, tous dans le même groupe, tous en réussite, mais du coup tous dans une nouvelle compétition les uns contre les autres qu'ils n'avaient pas l'habitude de vivre. Comment vont se retrouver traités au sein des collèges les élèves identifiés comme étant les plus en difficulté. Ils vont être nécessairement stigmatisés, comme on a pu le vivre déjà avec les élèves de SECPA. Et ça, ce n'est pas ça pour nous, le service public d'éducation et la vocation du service public d'éducation. Les professeurs aussi ne sont pas du tout... C'est pas comme ça qu'ils souhaitent travailler. Ils veulent travailler avec des classes hétérogènes, avec des effectifs acceptables, toutes les ressources pédagogiques nécessaires pour bien faire leur métier. Juste à dire, moi j'étais à l'école aussi, et je me souviens qu'il y avait déjà finalement des groupes de niveau. Moi j'étais dans la classe anglais renforcé, c'était beaucoup moins bien que la classe latin, par exemple. Il y a ceux qui étaient en espagnol, c'était les moins bons par rapport à ceux qui avaient choisi allemand. Tout le monde se souvient de ça, et même le pratique encore aujourd'hui. Il y a toujours eu des classes de niveau, en quelque sorte. Ça, c'est le jeu des options qui peuvent faire effectivement qu'il y a des élèves plus à l'aise scolairement, qui choisissent certaines options dites plus difficiles à aborder, mais il est important que les professeurs gardent l'expertise pédagogique qu'ils ont, c'est-à-dire s'ils ont besoin de créer un groupe pour travailler en particulier une compétence à un moment donné, il faut qu'ils aient la latitude de le faire. Ça existe déjà avec les marges d'autonomie. Dans certains endroits, les professeurs de français et de mathématiques peuvent dédoubler leurs effectifs pour faire de l'aide pédagogique, mais en faisant évoluer leur groupe, c'est-à-dire on peut garder un groupe pendant 4 séances par exemple, et après le faire évoluer si on est arrivé au bout de la notion et on ne garde pas le même groupe figé toute l'année. On est libre d'expérimenter ce que l'on souhaite pour faire progresser tous ces élèves. Ève Wagerland, on vous a déjà briefé, vous êtes professeur actuellement au collège et au lycée. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce sur les groupes de besoins, les groupes de niveau Alors, on a senti le flottement, le flou dans l'organisation, ça je suis tout à fait d'accord. En revanche, je suis absolument pas d'accord pour parler de stigmatisation ou de tri social comme le fait la gauche depuis des semaines. Moi, je suis parfaitement d'accord avec le principe de l'organisation par niveau. En fait, il faut se rendre compte que quand on abandonne toute forme de sélection, on ne peut plus non plus avoir d'exigence. Le fait que les élèves, par exemple, passent d'un niveau à un autre, puisqu'on a... Bon, il va de nouveau y avoir du renouvellement, mais il n'y en avait plus depuis des décennies quasiment. Si on n'exige rien de l'élève pour passer dans le niveau suivant, forcément, à la fin, il ne fait rien. Je suis désolée, moi, je n'ai pas envie de travailler dans une classe hétérogène. C'est abominable et c'est là que c'est stigmatisant pour les élèves. Imaginez-vous de vous retrouver dans une classe à devoir faire le programme de 4e, à étudier des œuvres littéraires, à étudier les propositions subordonnées, quand vous ne savez pas lire. Donc, certes, ces classes de niveau sont mal organisées, etc. Mais le collège unique, c'est une catastrophe de mettre tout le monde ensemble, quel que soit son niveau, à faire la même chose. On ne peut pas faire cours dans ces conditions, c'est complètement impossible. Donc, ça vous fait pas peur d'enseigner, par exemple, ou alors de se dire finalement, il y a des professeurs qui vont enseigner à la classe les pires finalement? Oui. Alors ça, c'est effectivement un autre problème, c'est que le gouvernement, qui fait beaucoup de communication, etc., n'a pas du tout une vue d'ensemble assez vaste. Pour commencer, moi je pense qu'il faudrait reprendre dès l'école primaire. En fait, il faudrait des classes de niveau, très clairement. Dès la sortie du CP ou du CE1, un élève qui sort du CP sans savoir lire, on ne peut pas le laisser poursuivre avec cette lacune jusqu'en 6e. On a quand même 27% d'élèves qui entrent en 6e qui ne savent pas correctement lire.
Ça sert à quoi de les laisser poursuivre les programmes et les enseignements? Vous pensez que ce serait aussi bien, finalement, à l'école primaire? Mais dès l'école primaire, il faut qu'ils soient dans des groupes spéciaux où on pratique un réel retour aux fondamentaux, parce que ça, c'est une formule qui est beaucoup assénée. Oui, ça fait des années qu'on revient aux fondamentaux. Parce qu'en fait, après, quand vous dites, les gens sont tous d'accord pour le retour aux fondamentaux, mais quand vous dites, il faudrait supprimer l'anglais, par exemple, ou l'histoire tant qu'on ne sait pas lire, alors là, les gens hurlent, non, il faut faire... Non, en fait, il faut assumer que tant qu'un enfant ne sait pas lire, il faut qu'il soit pris en charge dans des groupes plus petits, spécifiques, et on le remettra dans le système normal quand il saura lire. Ça paraît évident. On les enferme dans une logique d'échec qui est abominable. J'ai des élèves qui sont des heures et des heures en classe, ils ne peuvent rien faire de ce qu'on fait. C'est ça la stigmatisation et l'exclusion. Jean-Rémy Girard, vous réagissez moi, au niveau des groupes de niveau, est-ce que vous n'avez pas peur aussi qu'il y ait des conflits entre élèves, finalement, en se disant, toi, tu es dans le groupe des mauvais, toi, t'es dans... Il y a déjà beaucoup de violence dans les collèges. Des raisons, des critères de discrimination, ils en trouvent toujours, malheureusement. Donc ce sera celui-là plutôt qu'un autre, mais ce n'est pas certain que ce soit le plus courant. Moi, j'ai enseigné 9 ans en collège, je suis professeur de français, j'enseigne toujours, d'ailleurs, et effectivement, j'allais dire, une classe hétérogène à 30, comme j'ai connu, avec une hétérogénéité extrême, c'est-à-dire des élèves qui effectivement ont des graves difficultés de lecture et des élèves qui lisent Shakespeare pendant leurs vacances, j'ai eu ça, ça ne marche pas, très clairement. Donc il y a plein de choses à faire. Il faudrait effectivement de toute façon diminuer la taille des classes en France, on est dans les pays avec les classes les plus chargées. Il faudrait redonner de l'attractivité à notre métier. C'est bien beau de dire on va faire des groupes de niveau en français et en mathématiques, mais on n'arrive pas à recruter des professeurs de français et de mathématiques. Donc on est en train d'essayer de s'imaginer qu'on va avoir des effectifs réduits avec des personnes qui n'existent pas, enfin qui ne seront pas devant les élèves. C'est pour ça qu'en fait, moi je comprends votre logique et il y a des choses sur lesquelles je pourrais tout à fait être d'accord avec vous. C'est pas ce qu'on est en train de faire avec cette réforme-là. Cette réforme, c'est déjà... Enfin, moi j'ai entendu votre explication, je défie quelconque d'avoir compris comment ça marche. Et c'est pas votre faute, vous avez plutôt bien expliqué. Mais c'est la pire des usines à gaz où on va se retrouver avec, Gabriel Attal nous disait, les plus faibles, ils vont être à 15 maximum, ils vont être à 24, ça va pas rater, ou à 25, ou à 26, enfin on n'aura pas les moyens humains pour faire ça. Et on va déstructurer tout le fonctionnement du collège. Ça, on n'a pas assez insisté là-dessus, je trouve. Nous, au SNALC, on en parle beaucoup. C'est que pour mettre en place cette idée qui n'est pas forcément, une fois encore, complètement idiote dans le c'est appliqué l'idéal, comme ça, dans beaucoup de pays, en fait. Mais c'est pas appliqué comme ce qu'on va faire. Là, à la rentrée, les collègues de français et de mathématiques, ils doivent avoir cours au même moment parce qu'on doit pouvoir changer de groupe en cours d'année et donc il faut que toutes les heures de français, toutes les heures de maths soient au même moment dans l'emploi du temps. C'est infaisable. Et à la rentrée prochaine, ce sera la même chose en 4e, 3e. Mais moi-même, je vous dis, j'ai fait 9 ans de collège, on me met, alors que même, je peux avoir de l'exigence, les œuvres littéraires, etc. En 4e, on en faisait, les 3 Mousquetaires, les Misérables, on travaillait tout ça. Effectivement, mais moi je démissionne, cette organisation-là, moi je peux pas, c'est pas faisable, on doit faire des progressions communes toute l'année. Avec le gouvernement pour trouver une meilleure organisation. On a essayé. Oui, mais le problème, depuis novembre c'est que dernier, là, au SNALC, on essaye de discuter, on n'y arrive pas. Ce problème d'organisation, il sert de pur prétexte pour éliminer d'office toute forme de sélection, de classe de niveau. On va rester avec le collège unique. Nous, on a fait des propositions alternatives. Nadia Alran, est-ce que ce système des groupes de niveau va exiger plus d'enseignants? Oui. Parce que... Quand il a été annoncé avec une promesse de 4000 emplois en plus. Ça s'est réduit à 2003 et là, on est à 1005. Donc déjà, ça ne se fera pas partout de la même manière, avec les mêmes heures dédiées. Et vous pensez que réellement qu'on pourra embaucher ça va être miraculeux? Toutes les recherches montrent que pas. Si on a encore des élèves qui arrivent en 6e qui ne savent pas lire du tout, ou qui ne savent pas lire, pour reprendre vos mots, correctement, c'est parce qu'on a beaucoup d'élèves en situation de handicap, à besoins édictifs particuliers, avec des... Il y a quand même beaucoup d'enfants qui ne sont pas handicapés et qui ne savent pas lire, n'est-ce pas? Bon. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas lire et qui ne sont pas du tout handicapés. Il y a des enfants absentéistes
etc. Un enfant qui a une intelligence normale, qui n'a pas de trouble des apprentissages, il arrive en 6e, il sait lire, il comprend ce qu'il lit. Maintenant, le niveau d'exigence, effectivement, des programmes, des œuvres classiques, etc., c'est peut-être pas accessible à tout le monde de la même façon. C'est le travail des professeurs de rendre accessible à l'ensemble des élèves scolarisés dans l'école publique les textes et de les rendre attractifs. Enfin, dans des classes Molière, ça a toujours été au programme en 5e. Dans des classes où il va y avoir pas... de l'émulation, où il va y avoir de l'exemplarité, du tutorat, et pas en parquant comme ça tous les élèves qui cumulent souvent des handicaps sociaux, etc. Et en plus, quels sont les professeurs qui vont se porter volontaires pour gérer ces classes ? Paul-Henri, il y a si évidemment le fait d'enseigner en classe de niveau en maths et en français fait polémique. Il y a certaines disciplines où ça existe déjà et ça pose aucun problème. Oui, effectivement. En fait, il s'agit des langues et quand on essaye d'apprendre l'anglais ou l'espagnol, pour certains établissements, ils se font moins de scrupules à l'idée, dans ce cas-là, de mettre en place des groupes de niveau. Alors effectivement, c'est principalement des établissements privés, même si certains publics le font également. Et on comprend d'ailleurs pourquoi est-ce que dans ces cours-là, on choisit de mettre en place des groupes de niveau. C'est parce que dans une matière où il y a besoin énormément de pouvoir s'exprimer, de pouvoir prendre la parole, eh bien, c'est quand même plus pratique de pouvoir le faire en effectif réduit et puis avec des élèves qui ont un niveau à peu près équivalent. Sinon, les élèves, soit très timides, soit avec un niveau beaucoup plus faible que les autres, vont avoir tendance à rester en retrait. Alors, comment s'organisent ces groupes de niveau en langue ? Eh bien, chaque école a son propre fonctionnement, mais parmi celles qui ont fait ce choix, beaucoup décident pour le coup de faire des groupes qui ne vont pas bouger du tout du début à la fin de l'année. C'est le cas notamment de l'école bilingue Eurécole dans le 16e arrondissement de Paris. Il s'agit d'une école où les élèves, donc c'est une école particulière, les élèves ont jusqu'à 6 heures de cours d'anglais par semaine au primaire et au collège. Voilà, c'est quand même un cas à part. Mais du coup, pour pouvoir avoir une pratique de l'anglais aussi importante dans la semaine, eh bien, ils ont réparti les élèves en 3 groupes, le groupe A, le groupe B et le groupe C, qui correspondent en fait à peu près au niveau de langue européen. D'accord. Est-ce que ça fonctionne ? Alors d'après le directeur Gaël Mince, dans son établissement ça fonctionne très bien. Il m'a expliqué que cette méthode pouvait permettre d'avoir une approche très personnalisée en fait du besoin de ses élèves. Donc eux ils ont réussi pour le coup à faire des groupes de 8 à 10 élèves, ce qui est quand même vraiment réduit. En fait les 2 premiers groupes, les groupes A et B, eux vont avoir des enseignements uniquement de langue. C'est les groupes de débutants et d'intermédiaires. Alors que le groupe C, lui, ils vont pousser un peu plus le niveau et en plus des cours de langue, les élèves qui ont déjà un assez bon niveau vont en plus assimiler des notions de plus culturelles en fait et vont s'intéresser davantage pour l'anglais à l'Angleterre, aux pays anglo-saxons et pour l'allemand, l'espagnol, pareil à ces pays. Jean-Rémy Girard, c'est vrai que ce sont des écoles privées. Voilà, on a trouvé ces écoles hors contrat, du 16e. Je pense que là, la difficulté, c'est de trouver une méthode qui marche pas. Mais les langues, non, mais pour les langues, c'est vrai que c'est quand même plus... En fait, là, on a mis ces exemples, mais c'est vrai que dans le public aussi, il y a souvent des groupes de niveau en langue. Finalement, ça ne pose pas trop de questions parce qu'on a les certificats Cambridge où on passe des niveaux, en effet, on passe le C, etc. Mais en français et en maths, pourquoi ça poserait plus de problèmes finalement ? Alors, c'est pas si répandu que ça dans le public parce qu'on n'a absolument pas les moyens horaires de faire ça. Si vous commencez à faire des groupes de 8-10 en langue vivante, ma collègue... Non, mais ça peut être plus, mais disons qu'il y a des groupes... Ça peut être plus, mais oui, ils sont 35 dans nos classes en lycée. Donc, une fois encore, ma collègue parlait de la marge d'autonomie, c'est-à-dire qu'on a quelques heures, un certain volant d'heures dans les établissements pour faire des choix pédagogiques, dédoubler certaines choses. Cette marge est ultra réduite. Si elle est utilisée sur les langues vivantes, elle n'est pas utilisée sur le français et les mathématiques. Et effectivement, là, le financement de ces groupes de niveau, il est ridicule par rapport à ce qu'il devrait être. L'Académie de Poitiers, par exemple, en 5e, finance les groupes qui sont censés être à effectif réduit à hauteur d'1 heure par groupe. 1 heure en français, 1 heure en mathématiques. Je rappelle juste les horaires. Français 4h30, mathématiques 4 heures. Où est-ce qu'on trouve
les autres heures pour faire ces groupes. On est en train de supprimer le latin, on est en train de fermer l'allemand, on est en train de supprimer effectivement ce que vous parlez de groupes de langue vivante, c'est en train d'être supprimé pour pouvoir financer nos groupes de niveau en français et en mathématiques. Ève Wagerland, on parle de groupes de niveau, mais c'est pas forcément des groupes à petits effectifs. Est-ce que vous travaillez mieux lorsque le niveau forcément est hétérogène, dans un sens comme dans un autre? Non, moi j'ai déjà dit que l'hétérogénéité, j'en avais soupé. Je veux tout à fait bien prendre une classe de 40 et même d'élèves de niveau faible. En fait, je vais vous dire, ce qui me gêne, moi, à l'heure actuelle, ça n'est pas d'enseigner avec des élèves qui ont un niveau faible. Je veux bien le prendre, le groupe des faibles. Ce qui me gêne, c'est de ne pas pouvoir enseigner. De ne pas pouvoir enseigner à cause de cette hétérogénéité, parce qu'il y a ça d'écart entre le premier et le dernier de ma classe, parce que je ne peux pas leur faire le même cours, parce que je ne suis pas capable de me couper en 4. C'est ça qui me dérange. Et surtout, le problème de la discipline. Moi, il y a une seule chose qui manque pour moi complètement dans le débat, c'est cette question-là. Parce que si on organise des groupes de niveau faible, on sait très bien que ce qui va se passer, c'est que ça va réunir des élèves parfois difficiles. C'est la réalité du terrain qui le veut. Et si on n'assortit pas ça d'une réforme gigantesque sur la question de remettre des sanctions, remettre de l'autorité et de la discipline, ça va être un cauchemar en classe, c'est vrai. Mais avoir des élèves faibles, gentils et motivés, je vous dis, moi, je l'apprends, la classe de 40, et j'enseigne au niveau où ils sont, il n'y a aucun problème. Ma souffrance au quotidien, elle n'est pas liée au niveau des élèves, et je ne pense pas qu'ils se sentiront humiliés d'apprendre dans ces conditions-là. C'est plutôt le problème de la discipline. C'est la discipline qui rendrait impossible, à mon avis, les niveaux faibles. Vous êtes d'accord avec Ève sur ce point, sur le problème de discipline? Je trouve ça très intéressant qu'elle ait évoqué le dilemme moral, déontologique, auquel se confrontent tous les professeurs quand effectivement ils sont dans des conditions où ils doivent sacrifier certains élèves parce qu'ils n'arrivent pas à faire progresser tout le monde. Ça existe, c'est une réalité dans nos métiers. Professeur débutant. C'est-à-dire on est dans une classe et puis il y a un très bon élève et finalement il est sacrifié. Mais pas que le très bon, parce que je vais vous dire... Ou le très mauvais aussi. Pardon, mais souvent le très bon, avec ou sans nous, si on lui donne les outils, il peut progresser. Évidemment, il excellera avec un professeur qui va... Même un bon élève a besoin d'enseignants. Enfin... Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas besoin. Je dis que malheureusement, le dilemme moral qui a été évoqué, il existe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, actuellement, dans l'éducation nationale, avec les conditions d'exercice qui nous sont données, on n'est pas sûr de pouvoir faire réussir tout le monde. Et des fois, on est obligé de faire des choix et des sacrifices. Et ça, c'est insupportable. Et c'est ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont envie de quitter notre profession et beaucoup de personnes qui ont pu être séduites ou qui sont encore séduites par ce projet des groupes de besoins, groupes de niveau. On ne sait pas selon si c'est M. Attal qui s'exprime ou Mme Belloubet. Mais Monsieur Attal n'est jamais très loin sur la photo. Hein. Voilà. Ce qu'on dit depuis le début, c'est que de toute façon, pour l'instant, c'est voué à l'échec parce que pour septembre, ce n'est pas prêt. Tout le monde est réticent, même les chefs d'établissement disent que ça ne va pas être faisable, possible. Et au milieu, on va avoir nos élèves trimballés comme ça sur une espèce de semi-réforme mal ficelée, mal préparée. Ce sera obligatoire, Jérémy Girard, ces groupes de besoin, parce que maintenant on parle du groupe de niveau, ou ce sera comme l'uniforme, ce sera selon la volonté des... C'est pas comme l'uniforme, c'est oui et non, c'est où... Dans l'idée et dans ce qu'ils ont voulu faire dans le décret, effectivement, c'est supposé être obligatoire, c'est un texte réglementaire, ça s'applique à tous, c'est marqué sur l'ensemble des heures de français et de mathématiques. Mais comme il y a eu ce débat et cette sorte d'assouplissement, le groupe de niveau qui devient en fonction du besoin, etc., finalement, le texte, il est tellement incohérent, puisqu'il y a une phrase où on vous dit c'est en fonction des besoins des élèves, et la phrase d'après, on vous dit que les groupes des élèves les plus en difficulté sont à effectif réduit. Donc d'un seul coup, on retrouve la notion de niveau. C'est tellement incohérent qu'en fait, on peut faire à peu près n'importe quoi. Mais ça peut être pas mal aussi de tester, de voir si ça fonctionne, de voir, après tout, on n'a rien à perdre, j'ai envie de dire. Si, on a beaucoup à perdre. Non et pas, là, je ne suis pas en train de faire mon syndicaliste, syndicalo-syndicaliste. On a énormément à perdre, parce qu'une fois encore, si on fait ce qui est ce qui nous est demandé par le ministère de l'Éducation nationale dans son idée, une fois encore, on aligne toutes les heures de français, toutes les heures de maths. Je vous jure, ça explose tous les emplois du temps de tout le monde, des élèves aussi. Ça va donner des choses absolument terrifiantes. Et dernier point là-dessus, puisque c'est obligatoire, nous au SNALC, on a bien lu le texte, nous on a conclu que non, en fait c'était pas obligatoire et qu'on pouvait parfaitement dire que la classe était un groupe, tel que le texte est rédigé, et utiliser, si on a des moyens supplémentaires, nous on a plein d'idées pour faire effectivement des dédoublements, des choses spécifiques pour les élèves en difficulté, s'il y a des moyens supplémentaires, même de la co-intervention dans certains cas, on peut l'utiliser. Le problème c'est que là on veut faire
On nous vend des groupes à effectifs réduits sans mettre les moyens horaires pour faire des groupes à effectifs réduits. Eva Garland, vous allez mettre en place, vous, en septembre, vous allez essayer au moins C'est pas moi qui fais décider là, je crois, très clairement. C'est la direction de vos établissements. Oui, bien sûr, ça va être organisé. Au sein des établissements, on verra. Vous en parlez en salle des profs Oui, il y a beaucoup d'échanges là-dessus. Effectivement, on sent qu'on est partagé. Il y a des collègues qui sont désespérés par cette question d'organisation. C'est difficile de s'en rendre compte quand on n'est pas professeur, des questions d'emploi du temps, etc. Ça va vraiment être une contrainte. Mais ensuite, on sent qu'il y a une gêne aussi parce que on a la salle des profs couverte de tracts qui nous parlent de tri social, de sélection, que c'est abominable. Et alors que c'est une complainte quotidienne de la part des enseignants, l'hétérogénéité des classes. Donc c'est un peu paradoxal. Ils se plaignent que les classes sont finalement hétérogènes. Mais c'est pas si paradoxal que ça parce qu'effectivement, le problème, c'est cette réforme-là, c'est ce gouvernement-là qui fait preuve quand même d'amateurisme, qui connaît mal la réalité du terrain, qui veut imposer les choses et qui n'a pas le courage en fait de faire ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire des classes de niveau. Ce serait beaucoup plus simple, il n'y aurait aucune organisation supplémentaire. On utilise les évaluations de fin, il faudrait faire des évaluations à la fin de l'école primaire. À partir de là, dès la 6e, les élèves sont en phase de niveau. Mettre fin au collège unique. Oui, il faut arrêter le collège unique, c'est ça qu'il faut faire. Ils n'ont pas eu le courage de le faire et ils se sont mis dans une réforme impossible et qui en plus va nous bloquer. Parce qu'on était prêt à avancer vers quelque chose. Et là, maintenant, on a laissé l'occasion... on verra bien à la rentrée si ça marche et on pourra vérifier. Merci beaucoup, merci d'être venu pour parler de ce sujet ô combien compliqué. Eva Garland, donc je rappelle le nom de votre livre, Un prof ne devrait pas dire ça, Nadia Alran de SEUNSA et Jean-Marie Gérard, président du SNAC, et Paul Henry, bien sûr. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle émission de Paris Gay École sur Figaro TV Île-de-France. Merci.